Ryuga. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux, parce que j'ai des reproches que c'est toujours les mêmes. Bon, toujours les mêmes, ils arrivent après, mais là, il y a beaucoup de nouveaux au début. Donc, Ryuga me dit, est-ce que tu penses que le PSG sera sur la même dynamique la saison prochaine, ou plutôt une baisse de régime sur le peu de temps de repos qu'ils ont eu par rapport aux autres équipes de Ligue 1? Oui, ils vont avoir quand même 3 semaines de repos complet. On aurait pu effectivement imaginer qu'ils en aient une 4e, mais bon, c'est pas possible, puisque il y a rapidement la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, et que je pense que c'est un objectif très important pour Luis Enrique, parce que de toute façon, dès qu'il y a une coupe, c'est un objectif important pour lui. On se demande pas au Real, quand ils gagnent régulièrement la Ligue des Champions, s'ils vont pas être motivés l'année d'après. Il y a des clubs très importants qui sont grandement renforcés, ne serait-ce que les Anglais, Arsenal, Liverpool, Manchester City, le Real, Barcelone, qui va être certainement très revanchard par rapport à la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais voilà, moi je pense pas qu'il y aura une baisse de régime. Je pense qu'il y aura peut-être une augmentation du niveau des autres, mais de baisse de régime, non. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Oui, ce que t'en penses. Pierrick Liep. Tu as souvent évoqué le mercato intelligent du PFC cet été, mais crois-tu à l'heure actuelle qu'enrichir leur effectif de Ligue 2 avec Simon et peut-être André sera suffisant pour assurer un maintien tranquille en Ligue 1? Ils ont pris aussi Otavio, qui est un défenseur brésilien de Porto extrêmement athlétique. Et surtout, le recrutement, il n'est pas terminé. Donc, je pense que le recrutement du PFC est à la fois intelligent, et puis il mêle très jeunes joueurs, comme le jeune arrière latéral qui vient de Reims, et puis Otavio qui est très jeune, et puis d'un autre côté tu as Simon qui est plus expérimenté, André s'il vient à signer qui est beaucoup plus expérimenté. Donc voilà, le panachage est très intéressant, et je me fais aucun souci pour le PFC. Claude Godefroy. La maladie de Thierry Ardisson ayant été diagnostiquée depuis plusieurs années, on peut s'étonner qu'une greffe ne lui ait pas été suggérée. Toi qui connais bien cette pathologie, peux-tu nous expliquer les conditions qui peuvent rendre cet acte possible ou pas? Chaque cas est particulier. Moi, j'avais une cirrhose du foie non alcoolique, puisque j'ai jamais bu une goutte d'alcool. J'avais donc une cirrhose non alcoolique. Après, qu'elle soit alcoolique ou pas, le résultat sur l'état de ton foie est le même. Il est tout pourri. Mais je n'avais aucune autre pathologie. Par ailleurs, j'avais pas de métastase ailleurs, comme il semblerait que ce soit le cas de Thierry. Et donc moi, la greffe de foie pouvait, s'imposait. Elle s'imposait même, puisque 3 jours après ma greffe, si je l'avais pas reçue, je serais mort. Je pense que, il y a 13 ans, une greffe du foie, c'était beaucoup plus folklorique que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un geste médical beaucoup plus maîtrisé. Je pense effectivement que Thierry a dû être suivi par des médecins très brillants, et que si on ne lui a pas proposé de greffe de foie, c'est que c'était pas possible. Question de Stéphane Fournier. Avec le mercato qui n'est pas folichon cette année, vous allez revoir un championnat encore plus faible que ces dernières années. Ce n'est pas pour critiquer, mais comment peut-on relever le championnat avec de si faibles moyens financiers? Je pense que la Ligue 1 tourne en rond en s'affaiblissant d'année en année à tous les points. Je suis pas d'accord. Parce que si on fait le bilan, qui s'est affaibli par rapport à l'année dernière? Lyon. Et encore, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, Fofana n'est pas parti, Perry n'est pas parti, Tolisso n'est pas parti. Donc l'équipe, me semble-t-il, reste encore assez compétitive. Sinon, Marseille fait un gros recrutement, Monaco fait du recrutement, Paris est au top, Rennes est en train de se réarmer, Strasbourg fait un gros recrutement, le PFC arrive, donc voilà. Bon, il y a peut-être aussi Lens qui rentre un petit peu dans le rang en termes de mercato, encore une fois, mais faut voir maintenant comment tout ça va se traduire sur le terrain. Moi, je partage pas ce pessimisme ambiant. J'ai plutôt vu un championnat de bonne qualité l'année dernière, qui s'est d'ailleurs traduit par des résultats européens de qualité intéressante, avec un vainqueur, un quart de finaliste, 2 équipes qui ont été en barrage de Ligue des Champions. Donc je trouve et une équipe qui s'est qualifiée pour les 8e, Lille. Donc je trouve que les résultats européens du football français l'année dernière étaient plutôt de bonne qualité. Bon, c'est évident, il y a moins d'argent dans le football français, il y a maintenant.
On va voir ce qui va se passer sur le terrain, mais je suis pas convaincu, encore une fois, que le niveau soit beaucoup plus faible la saison prochaine qu'il l'était cette saison. Arnaud Musset. Penses-tu qu'on va assister cet été à un feuilleton Donnarumma, lui qui agite depuis quelques semaines un possible départ? Alors non, pas du tout. Moi, je pense que ça va tranquillement se régler à son retour de congé. Je pense que le PSG est très content de lui est très content du PSG. Bon, après, c'est une discussion d'oseille, mais bon, honnêtement, je pense que ça va se régler assez facilement. Arnaud Musset, penses-tu que la formule actuelle de la C1 conviendra mieux à Marseille pour atteindre les huitièmes que la précédente qui les voyait échouer systématiquement en poule? Il y a un truc qui est évident, c'est que cette année, le tour de poule de la Ligue des Champions, c'est 10 matchs. Avant, c'était 6, donc ça veut dire que tu as nécessairement 4 matchs de plus. C'est mathématique, tu as 4 matchs de plus pour te refaire. Maintenant, c'est toujours pareil. Je pense que si tu commences tes tours de Coupe d'Europe par 4 défaites consécutives, ben derrière, t'es plombé. Et derrière, les matchs qui suivent sont un chemin de croix. Donc maintenant, encore une fois, on l'a vu l'année dernière, entre le tirage, par exemple, de Brest, qui... même si c'est une performance extraordinaire ce qu'a fait Brest. Mais il faut aussi reconnaître que le tirage au sort du stade brestois était quand même assez favorable par rapport à celui, par exemple, du PSG qui était terrible. Ça dépendra aussi beaucoup du tirage au sort. Alexandre Nadalojo. Le Master 1000 du Canada ne commence que dans un peu plus d'une semaine, avec déjà Sinner, Draper et Djokovic forfait pour ce tournoi, et Alcaraz probablement forfait. Est-ce la preuve que ces Master 1000 sur une semaine et demie, c'est n'importe quoi? Car avant la finale de Wimbledon et le début du Masters, il y avait un mois, il n'y a plus que 2 semaines. Les meilleurs doivent souffler un peu aussi. Oui, je pense qu'il y a une unanimité pour dénoncer ces Master 1000 sur 10 jours qui diluent l'intérêt des premiers tours. C'est pas satisfaisant, quoi. Et effectivement, si les tournois sont plus longs, il faut plus de place. Et effectivement, avant, entre Toronto et Wimbledon, il y avait un mois, maintenant il y a 15 jours. Et je peux comprendre que Djoko, Sinner et Alcaraz, qui ont été en demi et en finale, aient besoin de couper, surtout dans cette période de l'année où après tu as un autre Master 1000 avant l'US Open. Alors les mecs me disent ouais, mais ils font des exhibitions où ils prennent beaucoup d'argent. Là, il n'est pas question de fatigue. Sauf que les exhibitions, elles n'ont pas lieu à cette période de l'année. Elles ont lieu à la fin de la saison, vers le mois de novembre, où effectivement, là, le calendrier est beaucoup plus distendu. Donc oui, je trouve que c'est complètement con, c'est Master 1000 sur 10 jours. Arnaud Musset, que pensez-vous de l'animateur radio Vincent Moscato? L'as-tu déjà rencontré? As-tu déjà l'occasion de le voir en spectacle? Alors oui, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. L'occasion de le voir en spectacle, non. Et qu'est-ce que je pense de l'émission radio de Vincent? Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence par rapport à mon rythme de vie, mais c'est certainement l'émission d'RMC que j'écoute le plus régulièrement avec les grandes gueules, et un petit peu celle de ma copine Estelle aussi. Mais c'est vrai que je suis souvent dans ma voiture entre 15 et 18 heures, alors pas pour 3 heures, mais moi j'aimais bien quand ça passait à la télé en plus. Je regrette que ça ait sauté, ça. Ce que j'adore avec Vincent, c'est sa mauvaise foi et son incompétence quasi assumée dans certains sports, ce qui en fait un produit tout à fait étonnant dans le PAF, parce que c'est une émission qui se prend pas au sérieux, alors qu'il y en a qui se prennent mais très 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 au sérieux, ne serait-ce que l'émission les 2 émissions de sport qui les suivent, Roten qui répand sa bile régulièrement, et puis l'after-foot, c'est la grand-messe. Donc c'était des émissions très sérieuses. Vincent, c'est de la déconne. Moi, j'aime bien la déconne. Thomas Michel. Étant fan de Saint-Étienne, j'ai toujours été fan de Jérémy Janot, aujourd'hui entraîneur des gardiens pour les Espoirs. As-tu déjà pu t'entretenir avec lui quand il était joueur? Oui, quand il était joueur, oui. Et bizarrement, assez récemment, on a échangé par messages vocaux sur Insta sur le niveau des gardiens de but
de l'équipe de France Espoir. Je lui ai fait part notamment de mes doutes concernant le dénommé Guillaume Rest. On a parlé de Romain Risser et tout. J'aime beaucoup Jérémy, c'est un mec authentique, franc, et ce genre de mecs qui font du bien dans le football français. Arnaud Musset, es-tu d'accord avec Daniel Riolo qui pense que Canal+ est désormais devenu malveillant avec la Ligue de football? N'oublions pas que M. Bolloré a juré la perte il y a quelques années des présidents des clubs français. Ouais, alors faut peut-être faire attention à ce que quelqu'un peut dire sous le coup de la colère. Ce qui est évident, c'est que si on reprend la genèse de tout ça, c'est que la Ligue s'est comportée comme des gougnafiers avec Canal, et qu'il est évident qu'au moment où ils ont choisi de trahir Canal pour aller courir le fric de Mediapro, eh ben ils ont tué le football français parce que Mediapro les a plantés en 5 mois et alors que il est évident que Canal aurait assumé ses engagements financiers. Rebelote avec le choix d'Amazon. Derrière, il se retire de l'appel d'offres au moment de DAZN pour la catastrophe intergalactique qu'on a tous vue. Et là, il était question qu'ils reviennent et visiblement, encore une fois, les présidents de clubs n'ont pas souhaité accéder aux demandes de Canal. C'est un business. Canal fait les choses dans son intérêt. À partir du moment où la Ligue ne va pas dans l'intérêt de Canal, la Ligue se retire du processus. Personnellement, j'y vois pas de la malveillance, j'y vois du business comme les autres. Arnaud Musset, quel rôle vois-tu pour Pierre-Emerick Aubameyang jouer à l'OM dans cette saison 2025-2026? Toute proportion gardée, c'est comme Giroud, c'est comme Pogba, c'est un joueur quand même très âgé, surtout que lui, à la différence de Giroud, a quand même un style où il porte beaucoup plus le ballon, où son jeu est quand même beaucoup plus basé sur des accélérations. Alors la différence de Giroud, lui, a été très performant dans son club en Arabie Saoudite. Ça fait quand même une vraie différence à ce niveau-là. Visiblement, financièrement, c'est un recrutement tout à fait raisonnable pour l'OM. Donc, c'est un joueur qui connaît bien le club, c'est un joueur motivé, qui peut rendre des services. Alors, a priori, pour l'instant, il rentrera pas comme titulaire, mais bon, il faut voir. De toute façon, c'est quelqu'un que j'adore, donc je souhaite sincèrement qu'il réussisse. Gildas Sévère. Personnellement, je suis fan de Guingamp depuis des années. J'ai souvenir que tu as passé un excellent moment là-bas, à l'époque où l'équipe était au sommet, les caméras du CFC étaient au plus près de toi pour ce reportage. La soirée avait eu l'air d'être excellente. Peux-tu nous sortir quelques anecdotes de cette journée? Oui, c'était une sortie spéciale de Canal sur un Guingamp PSG où l'arbitre, qui était Monsieur Njimi, était venu me réveiller dans ma chambre avec la complicité de Karim Nedjari, qui était chef des sports de Canal et qui aujourd'hui est directeur de RMC. Ce qui m'a valu effectivement cette scène où effectivement je dormais comme un bébé, à poil en plus, qui plus est. Donc voilà. Après, j'avouerai que ce qui me retient du match, c'est surtout la pluie diluvienne qui est tombée et partie de la pelouse qui était mais totalement gorgée d'eau et dans lequel tu t'enfonçais de plusieurs centimètres. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, le match va pas avoir lieu. Puis finalement, si. Donc voilà. Mais c'était effectivement, on était dans une maison d'hôtes où il me semble qu'on était dans une maison d'hôtes. C'était super sympa. C'était vraiment très agréable. Bon, en même temps, moi, je suis brestois, donc Guingamp, c'est quand même pas très très loin de chez moi. Hein. Arnaud Musset, as-tu été déçu de la destination choisie par l'ancien gardien strasbourgeois Đorđe Petrović? Oui et non. Il choisit un club anglais. D'abord, Chelsea a touché les 30 millions qu'il voulait. C'est pas facile d'avoir 30 millions pour un gardien. Après, on est tous d'accord là-dessus, Petrović les vaut largement et je pense que c'est un investissement que Monaco aurait dû faire. Maintenant, il a choisi un club qui peut être un tremplin pour lui et je pense que s'il est au niveau où il était cette année avec le Racing, il restera pas longtemps à Bournemouth et il se retrouvera dans un club bien plus élevé dès la saison prochaine. Je ne comprends même pas qu'il n'ait pas été récupéré par Chelsea, pour tout vous dire.
Claude Godefroy. Le foot féminin est loin d'être analysé sous un spectre objectif et oser dire que c'est une tannée de voir autant de médiocrité dans le jeu et la technique, c'est se faire aussitôt taxer de sexisme, macho ou misogyne. Pourtant, les femmes assurent le spectacle dans des autres sports co comme le basket, le hand, le volley, voire le rugby, mais au foot, c'est une purge. Partages-tu cet avis? Hélas, oui, je le partage malheureusement de plus en plus. Pourtant, j'ai été très proche du football féminin. D'abord, moi, quand j'ai débuté à l'équipe, j'ai couvert 2 finales de championnat de France de foot féminin. À l'époque, le grand club, c'était la VGA Saint-Maur avec Elisabeth Loisel, la future sélectionneur des Bleus, comme capitaine. J'ai ensuite été très ami avec beaucoup de très bonnes joueuses, Sonia Bonpastor notamment, et Louisa Nessib, avec qui j'ai échangé pas plus tard qu'hier sur le match des Bleus. Et le constat qu'on faisait, c'est que moi je pense qu'il n'y a pas de progrès dans le... Alors je parle du foot, pas du foot féminin, je parle du foot féminin français. Je pense qu'il n'y a pas de progrès, comme d'ailleurs ce match pathétique contre l'Allemagne le confirme. Il n'y a pas de progrès, je pense qu'il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique. Ce qu'on a vu était techniquement parfois affligeant, mais même tactiquement, je pense qu'il n'y a pas de projet de jeu. En plus, le match a duré 2 heures au lieu de durer 90 minutes, et que ça a été très... Franchement, pour moi, ça a été une soirée pénible. Effectivement, il y a aussi parfois, et même très souvent, de très mauvais matchs chez les hommes. Mais bon, voilà, c'était un match quand même charnière pour le football français. C'était l'occasion d'aller en demi-finale de l'Euro, de montrer des progrès. Puis il s'est rien passé de tout ça, et c'est très dommage parce que le championnat de France, on le voit, il est en ruine quand on voit que le PSG, qui est le 2e plus grand club français, ils jouent leur match féminin au centre d'entraînement. Voilà, t'as tout compris. Et je pense que c'est un vrai problème, mais je pense que malheureusement la déchéance du foot français féminin est en marche. Aurélie Matt. Je ne sais pas toi, mais l'absence de Wendy Renard, pour moi, a fait cruellement défaut aux Bleus contre l'Allemagne, que ce soit dans le jeu de tête, dans la surface et même dans les pénaltys. J'ai l'impression que Bonadei a fait une grosse erreur en ne la sélectionnant pas. C'est toujours pareil, personne ne parlait plus de Wendy après les 3 matchs et les 3 victoires en poule. En plus, avec des victoires contre des anciens vainqueurs de l'Euro, l'Angleterre et les Pays-Bas. Donc, c'était des résultats très probants, mais comme d'habitude, dès qu'arrivent les matchs à élimination directe avec les Bleus, il n'y a plus personne. Et effectivement, quand on voit le nombre de corners qu'ont eu même le nombre de situations de centre qu'ont eu les Bleus contre l'Allemagne, c'est vrai que se priver du jeu de tête de Wendy est extrêmement dommage. C'est les choix, et puis c'est pas la première fois dans le foot français qu'il y a des choix extrêmement violents des sélectionneurs. Là, cette fois, c'était Le Sommer, Dali et Renard qui étaient exclus de l'équipe de France. Les fois d'avant, c'était Henry, Katoto, avec comment elle s'appelait, Corinne Diacre. Voilà, je pense que le football français ne peut pas se permettre de faire l'économie de se priver de ses forces vives, de son intégralité de ses forces vives surtout.